chose que je suis capable d'oublier. Donc c'est bon, ça enregistre. Avant que je commence, Bruno, Hugo, est-ce que ça vous dérange que j'enregistre? Si ça vous dérange d'une façon ou d'une autre, faites-le moi savoir et je couperai l'enregistrement. Voilà. Donc en tout cas, bonsoir à tous et merci donc d'être sur ce call. Call à dominante entre guillemets comptabilité, administratif, fiscalité. Le but du jeu, c'est d'entrer dans ce call avec des questions et d'en sortir avec des réponses sur les thèmes que je viens de citer, les amis. Donc sur ce Zoom et sur ce replay, du coup, il va y avoir deux catégories de personnes. Des apporteurs d'affaires pour Mullinvest et des prestataires de services pour Mullinvest. Alors juste la différence, qu'est-ce que c'est? Un apporteur d'affaires, il va apporter des choses, c'est-à-dire des fonds, des terrains, des acquéreurs VFA. Un prestataire de services, il va apporter un service. Donc en gros, moi, c'est les deux populations avec lesquelles j'interagis dans le cadre du développement de ma société pour effectuer mes process de construction-revente avec du financement au crowdfunding. Et donc, je me sens un petit peu responsable quand même du fait que vous soyez au carré. Parce qu'entre guillemets, moi, ma seule obligation en tant que chef d'entreprise, c'est de vous donner de l'argent contre une facture. Et vous pouvez même mettre un faux numéro de siret. Hein. Moi, j'ai aucune obligation de vérifier quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez mettre Société Tartuffe avec un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en numéro de siret. Moi, je suis pas. Enfin voilà, là, si je fais ce call, c'est vraiment par bon sens, par bonne volonté, de bons partenariats mutuels, parce que j'ai pas envie que vous fassiez nimp, entre guillemets. L'administration en France, ça peut paraître compliqué, la fiscalité, la comptabilité, les statuts, le cumul de statuts et compagnie, ça peut être parfois un peu délicat. Donc, je voulais vous apporter cette valeur, de vous mettre en face de professionnels de toutes ces choses. Donc, je vais les présenter rapidement. Je vais commencer par le plus ancien, hein, honneur aux anciens, on va dire. Alors, Bruno Gasperin qui est sur ce Zoom. Tu m'arrêtes, Bruno, si je me trompe sur les termes, mais il me semble que tu es expert comptable. Hein, c'est bien ça, Bruno? Je ne sais pas si tu m'entends, si tu es là. Je te vois connecté, mais je ne sais pas si… Je t'entends très bien. Impeccable. Tu n'es pas comptable, tu es expert comptable, c'est bien ça, hein? Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est une personne aujourd'hui qui est sur le point de me suivre, moi personnellement, et qui est sur le point de suivre la société. On s'est rencontrés par le biais d'une levée de fonds, hein, tout simplement. Et j'ai énormément apprécié cet homme, hein, vraiment. Déjà quelqu'un d'humain, quelqu'un de simple, quelqu'un d'abordable avec qui on peut parler, il n'y a pas de tabou, on se dit les choses, etc. Vraiment une très bonne personne et d'une compétence. Et aujourd'hui, en vrai, moi, je me positionne comme un amateur de la comptabilité, de la fiscalité. C'est-à-dire que je ne suis pas un inconnu ou un néophyte, je commence à comprendre, mais je ne suis pas un professionnel. Et aujourd'hui, je comprends plus ou moins quand je parle à ce que j'aime qualifier de vendeur de churros ou à quelqu'un de professionnel. Bruno fait partie de la deuxième catégorie. C'est vraiment quelqu'un de super calé. On a fait un call de 1 heure il y a pas très longtemps, avant-hier, il me semble. Vraiment quelqu'un qu'il faut écouter. La deuxième personne, c'est ni plus ni moins que Hugo, de la chaîne YouTube, peut-être même de la société AH Fiscalité et Investissement. Au passage, que je vous recommande à 1 000 000% d'aller voir la chaîne YouTube. Alors j'abuse un peu là. Je suis encore dans le marketing de réseau. J'allais dire cette chaîne YouTube a changé ma vie. Bon, je me détends quand même. On n'est plus dans le marketing de réseau à faire des édifications comme ça. Mais attention, quoi. Moi, ça m'a vraiment provoqué une immense prise de conscience. Cet homme n'est pas avocat fiscaliste. Il est exactement comme un avocat fiscaliste, sauf qu'il n'est pas inscrit à un barreau et donc il n'a pas le titre d'avocat, mais il a les mêmes diplômes, les mêmes compétences, l'éthique en plus. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un comment dirais-je, d'honnête, de droit. Il va pas, en fait, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à jouer avec la ligne jaune pour aller faire des économies de bout de chandelle. Enfin, vraiment, j'adore sa vision, son approche. Et du coup, on a un expert comptable et alors pas avocat fiscaliste, mais on a un champion de la fiscalité sur ce call. Du coup, je vais vous inviter par le chat, plutôt, s'il vous plaît, plutôt que de vive voix, passez par le chat, comme on est quand même une vingtaine, à poser vos questions sur la fiscalité. Donc, je vous rappelle que fiscalité et comptabilité, comment est-ce qu'on devient apporteur d'affaires et prestataire de services pour Mullinvest?
Je suis infirmière, comment je fais pour cumuler les statuts? Je compte faire 25 000 € de chiffre d'affaires à l'année avec cette société Mulinvest. Quel est le statut qui s'offre le mieux à moi, etc. Vous pouvez y aller à fond, posez vos questions, vous aurez les réponses. À l'issue de ce question-réponse, eh bien, j'en profiterai pour vous faire un petit point de situation sur la société et sur d'ailleurs la prochaine levée de fonds qui démarre ce soir, après le Zoom. Donc, je vous en prie, question-réponse. Alors, peut-être éventuellement, excusez-moi, peut-être Bruno et Hugo, vous avez peut-être envie de vous présenter un petit peu, de parler de vos expériences, éventuellement, pour que les gens comprennent bien qui vous êtes. Moi, ça ne sert à rien que je parle de moi, je suis là pour répondre aux questions. J'attends les questions. Voilà. Très bien, Bruno. Hugo, tu as peut-être envie de dire un mot? Bonsoir à tous tout d'abord. C'est un plaisir d'avoir un expert comptable. Merci à vous. Je vais essayer de ne pas dire trop de conneries ce soir. En plus, on est enregistré, je vois. Merci Romain pour ta confiance et pour les mots gentils que tu as dit. Et on va essayer d'apporter le maximum de réponses tout en restant simple et sur le long terme, ce qui est le but, je pense, à Bruno et moi. Donc, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Donc, je vous en prie, les amis. Je me souviens par exemple de Xavier ou de Ludo. Vous avez des questions? Anthony, Fortel. Allez-y, les amis. Envoyez vos questions, s'il vous plaît. Par exemple, la première qui me vient, comment ça se passe? Donc, quelqu'un qui veut… j'ai une question. Quelqu'un qui veut devenir auto-entrepreneur pour faire de la prestation de service, c'est-à-dire une assistante administrative. Est-ce que ses commissions en tant qu'auto-entrepreneuse se déduisent de son chômage? Oui, alors la réponse. Alors d'abord, on va faire du vocabulaire. On dit plus auto-entrepreneur, on dit micro-entrepreneur maintenant, hein, d'accord? Voilà, tout ça, ça a été fusionné. Enfin, c'est la même chose. Donc, à chaque fois qu'on bénéficie d'une aide au chômage, évidemment, il y a toujours une comparaison, puisqu'à la fin de l'année, si on a des revenus ailleurs, oui, il y a une balance qui est faite. Alors, c'est du cas par cas, donc il n'y a pas de règle générale à donner. Mais enfin, on va prendre un exemple très simple. Si je suis au chômage et que je monte une société à l'impôt sur les sociétés, je ne prends pas de salaire. Dans ce cas-là, tous les prévisionnels que je fais aujourd'hui, on les monte comme ça pendant 2 ans. Le créateur d'entreprise va pouvoir bénéficier de ces indemnités chômage sans prendre de salaire dans l'entreprise. La seule contrepartie, c'est que tous les mois, on lui délivre une attestation de non-rémunération. Si par contre, je faisais la même chose, mais en étant un entrepreneur individuel, si à la fin de l'année, j'ai un bénéfice, Pôle emploi sera amené à venir reprendre la partie qu'il m'a donnée en faisant la différence, je simplifie volontairement, entre ce que j'ai gagné dans mon entreprise individuelle et ce que j'ai coûté à Pôle emploi. Donc, oui, effectivement, cette reprise est possible en fonction du statut qu'on a adopté. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais c'est du cas par cas. On est bien d'accord, hein? Oui, dans tous les cas, ce que la personne va gagner, elle va le déduire de son chômage. Enfin, il y a un barème, il me semble, il y a quelque chose. Oui, il y a des tranches et du cas par cas, ça dépend aussi. Mais enfin, le principe, il est là. Voilà. Si je monte une affaire et que je suis en entreprise individuelle, ce qui est le cas de la micro-entreprise, oui, il y a un risque de se faire reprendre une partie de ce qu'on a touché en étant chez Pôle emploi. Très bien. Et puis, ça, c'est très logique dans un sens, hein. Alors, Xavier, quelle dénomination pour la création d'une micro-entreprise pour quelqu'un qui va prospecter des terrains? Prestataire de services étant trop large. Alors, la question de Xavier, c'est en gros quel nom, quelle dénomination d'activité, quel code APE, entre guillemets, pour quelqu'un qui va prospecter des terrains. Xavier, on peut lui proposer de prendre un code APE qui est le 4619B. 4619B, c'est autres intermédiaires de commerce ou produits divers. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre un code APE très large qui va permettre de faire plein d'activités de nature différente sans se prendre la tête à choisir pendant 2 heures quel code APE va bien. Donc, je répète, c'est 4619B qui est intitulé ainsi « Autres intermédiaires de commerce, du commerce en produits divers ». 4619B. Très bien, merci. Si tu as eu ta réponse, Gazav, c'est bon. Sinon, tu peux reformuler une question. Alors, Anthony, j'ai un numéro de SIRET en tant que VDI. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire apporteur d'affaires? Alors, bon, je connais pas bien le statut. L'activité de VDI, c'est un… Je sais ce que c'est. Je n'ai jamais eu le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de SIRET que vous avez, c'est comme un numéro de Sécu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est très simple. C'est donc un numéro unique.
Donc, un individu, personne physique, vous, moi, Romain, Hugo, ne peut pas avoir deux numéros de sirène. Alors, le numéro de sirène, c'est les 9 premiers chiffres. Voilà, c'est impossible. Ça veut dire que demain, si je monte des affaires, le même individu ne va pas, de la même façon, vous ne pourriez pas pouvoir attribuer deux numéros de sécurité sociale. Dans les questions que tu m'avais soumises, Romain, il y avait une question un petit peu parallèle à celle-là, à laquelle je vais répondre parce que là, je connais la réponse de manière certaine. Il y avait un de tes apporteurs qui a dit « Moi, j'ai un numéro de sirène, je suis loueur meublé non professionnel. Est-ce que je peux quand même aller m'inscrire comme micro-entrepreneur? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de doublon ?» La réponse, au moment où je vous parle, elle est non, parce que l'activité LMNP est considérée socialement différemment. Donc aujourd'hui, si je suis loueur meublé non professionnel, j'ai déjà un numéro de sirène. Demain, je vais m'inscrire pour être micro-entrepreneur, pour faire un porteur d'affaires pour toi. C'est possible. Et donc, le numéro de SIRET qui m'est attribué, il faut bien comprendre que les 9 premiers chiffres seront les mêmes que ceux que j'ai en LMNP. C'est simplement les 5 derniers, en fait, c'est les 2 derniers, puisque dans les 5 derniers en numéro de SIRET, c'est 3 fois 0 plus quelque chose, qui seront différents de celui que j'ai déjà en LMNP. Donc, LMNP micro-entreprise, cumul est-il possible? La réponse est oui à ce jour. VDI, honnêtement, il faut que je vérifie parce que je ne suis pas certain là. Donc, je ne vais pas répondre à un truc dont je ne suis pas sûr. Ok, dans tous les cas, tu me communiqueras la réponse et je la transférerai Oui, à ok. Anthony. Merci Bruno. Pierre Vitti, le chômage est-il perdu ou décalé dans le cas de revenus via micro-entreprise? Bon. La réponse, c'est la même chose. Si je monte une structure qui est à l'impôt sur le revenu, oui, puisqu'à la fin de l'année, on va me dire, monsieur, vous avez déclaré tel montant, vous avez gagné 10 000 euros, et moi, je vous ai donné, j'en sais rien, 12 000 euros du chômage. Donc, en gros, je vous la fais simple, mais on va vous dire, bah, sur les 12 000 que je vous ai donnés, vous êtes gentil, vous allez m'en redonner 10 000, et puis vous allez garder les 2 000 de différence. Enfin, je vous simplifie là, parce que ça serait trop compliqué à expliquer en détail, mais c'est le principe. Donc, effectivement, dès que je suis en entreprise individuelle, ce qui est le cas quand on est micro-entrepreneur, je le répète, oui, ce problème du cumul, il existe et le risque de se voir reprendre des indemnités Pôle emploi, il existe. La réponse est oui. Ok. Alors Maël, on sort un petit peu du fil conducteur, entre guillemets. Du coup, Bruno, le code APE que tu as donné précédemment, le 4619B, Oui. donc c'est un code APE qui est tout à fait adapté à faire de la prospection terrain ou de l'apport d'affaires pour Mulinvest. Alors, l'apport d'affaires, il y a deux codes AP qui sont utilisés dans ce que vous voulez faire. Celui qui ressort le plus souvent statistiquement, c'est le 7022Z. 7022Z qui s'intitule Conseil des affaires et autres conseils de gestion. Autrement dit, ça veut dire que ça ne veut rien dire. C'est justement ce qu'on cherche. Donc, en général, quand on est apporteur d'affaires par nature, on choisit plutôt le 7022Z. Voilà. Donc, moi, j'en ai donné deux pour qu'on ne soit pas bloqué. Ce n'est pas non plus fondamentalement important parce que, voilà, mais enfin, apporteur d'affaires, le plus classique des deux codes APE, je répète, c'est le 7022Z. D'accord. Le 4619B, ça va être plus adapté à quelqu'un qui va faire de la prospection terrain, quoi. C'est intermédiaire de commerce, donc il n'y a pas de… Parce qu'il ne faut pas croire qu'il va y avoir un code APE qui va juste correspondre à prospecteur. Voilà, on est intermédiaire en fait. Je rends service, je rends une prestation de service commercial à un entrepreneur, toi en l'occurrence, et donc je m'inscris comme apporteur d'affaires ou je suis intermédiaire de commerce. Le 4619 dont on a parlé, il dit autre intermédiaire du commerce. Ben oui, je suis un intermédiaire du commerce entre quelqu'un qui veut vendre son terrain et puis quelqu'un qui est désireux de l'acheter. Donc le 4619, à mon avis, correspond tout à fait normalement à ce type d'activité. Parfait, merci beaucoup. Alors du coup, Xavier maintenant. Et essayez de poser quelques petites questions sur la fiscalité, parce que j'ai l'impression que Hugo va s'endormir. Il faut que je me taise là. Il faut passer la Non, parole non, à non, non, non. Bruno Bruno est beaucoup plus précis que moi sur ces questions d'APE et sur ces questions problématiques. Donc, je ne peux être que d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Merci. Alors Xav, à quel moment doit-on passer de micro-entreprise à société? Laquelle est la plus adaptée pour un apporteur d'affaires? Alors, Sachant que mon but est de créer une holding et de monter une société plus tard pour faire marchand de biens et transférer des fonds. Ouais, c'est bien d'avoir des ambitions. D'accord. Alors moi, je vais vous expliquer un truc. Mon métier, ce n'est pas du tout d'être comptable. Je suis docteur.
docteur généraliste. C'est-à-dire que je pose des questions. Donc, la question qui est posée, elle est tout à fait intéressante, mais on ne va pas pouvoir la développer ce soir parce que c'est un autre problème, ça. Donc, la réponse, elle est assez simple. La micro-entreprise, vous le savez, il y a des limites de chiffre d'affaires. Donc, c'est extrêmement simple. La limite de chiffre d'affaires basique, aujourd'hui, elle est de 72 600 euros. C'est-à-dire qu'en prestation de service, d'accord, jusqu'à 72 600, je peux me contenter d'une structure de micro-entreprise. Si demain, j'expose mon business, dès que j'ai dépassé 72 600, c'est fini. Je suis obligé de sortir du statut micro pour rentrer dans un régime réel. Alors après, effectivement, il faudrait discuter, c'est un autre débat, de la forme de la structure, SARL, SAS, holding, etc. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est micro-entreprise jusqu'à 72 600 euros de chiffre d'affaires en prestation de service. Je peux rester dans ce statut. Voilà. Au-dessus, je n'ai pas le choix que de changer de régime et de passer alors, soit en entreprise individuelle, ce qui est possible, soit d'opter ce qui se passe dans 98% des cas pour un statut de type société. Voilà. Ok, alors j'ai une question et je sens que je vais me faire tirer dessus. C'est une question à 2 balles, mais du coup j'ai un doute. Bruno, le 72 006, c'est en ayant déduit les charges, tout ça ou pas? Non. Alors attends, je vais répondre. Il y a Xavier qui est en train d'écrire. Donc Xavier, je vais te répondre tout de suite. Tu as raison de poser. 72 600, c'est pour rester micro-entrepreneur en termes de niveau de chiffre d'affaires. En ce qui concerne la TVA, Xavier, puisque c'est ta question, là, ce n'est pas du tout le même seuil. Le seuil de TVA, c'est 34 400 euros. Autrement dit, pour que ça soit bien clair, je peux aller jusqu'à 72 500 en termes de chiffre d'affaires en restant micro-entrepreneur. Et vous le savez certainement, normalement, vous êtes en franchise de base, c'est-à-dire que vous allez faire des factures sans TVA. On en parlera tout à l'heure éventuellement. Par contre, il y a une problématique, c'est que quand vous dépassez 34 400 euros de TVA, de chiffre d'affaires, excusez-moi, à partir du moment où vous le dépassez, là, vous êtes obligé de passer à la TVA. Donc, je vais prendre un exemple. Vous avez démarré l'année le 1er janvier, vous êtes au 30 juin, vous avez facturé 30 000. Très bien. Si vous avez facturé 30 000, vous avez fait des factures sans TVA, c'est normal. Puis au mois de juillet, je fais une facture de 8 000. 30 plus 8, ça fait 38 000. Eh bien, à compter du mois de juillet, je suis obligé, dès ma première facture de juillet, de faire des factures qui, cette fois-ci, vont être TVA. Donc, ça veut dire que mes 8 000 que normalement j'aurais mis sans TVA vont devenir TTC. 8 000 TTC, donc ça veut dire qu'à l'intérieur des 8 000, il va falloir que je déduise, enfin que j'indique sur ma facture 20% de la TVA sur ces 8 000 qui seront facturés à Romain, que lui pourra déduire. Ça a un inconvénient pour vous, c'est qu'à compter de ce moment-là, vous êtes obligé de tenir une petite compta pour la TVA, puisque là, il faut la déclarer. Et donc, à partir de ce moment-là, jusque-là, je n'avais rien à faire en termes de compta. Mais à partir du moment où je dois me taper la TVA déclarée, tous les mois, il faut que je fasse. Alors, ce n'est pas compliqué. Hein. J'additionne la TVA sur mes factures, puis je déduis celle sur mes factures de charges. Rien de compliqué, mais c'est une petite complication administrative à partir du moment où, je le répète, vous dépassez 34 400 euros de facturation annuelle. Et voilà. C'est peut-être à ce moment-là que c'est cohérent de basculer en société, peut-être, non? C'est trop. Je vais vous dire, vous êtes, je ne sais pas, 20 dans la salle, c'est 20 cas différents. Vous n'êtes pas mal au même endroit. Donc, je ne peux pas faire de diagnostic général. Non, on ne bascule pas à cause de 34 000. Moi, j'ai des clients, enfin, je n'ai pas de clients en micro-entreprise. Enfin, si, j'en ai parce qu'ils veulent du conseil. Mais c'est rare que… Ce n'est pas ça, c'est la taille de votre business. Si vous explosez votre business demain matin, forcément que 72 000, ça peut être très vite atteint. Et à partir de là, vous êtes obligé d'opter pour un régime réel. Et donc, c'est surtout le niveau de votre chiffre d'affaires qui va faire la décision d'être obligé de changer de structure. L'autre élément, c'est le niveau de vos charges. Mais je vais vous dire, apporteur d'affaires, normalement, vous n'avez quasiment pas de charges. Parce qu'il faut qu'on parle un peu de fiscalité. Mais là, je vais laisser la parole à Hugo parce que je suis tout seul à parler. Je suis mal à l'aise vis-à-vis d'Hugo qui va expliquer comment ça marche pour déduire les charges et notamment par rapport au régime fiscal du micro-entrepreneur avec les abattements, enfin les 50% fiscaux et la partie sociale. Donc, je pense que c'est forcément un point qu'il faut qu'on évoque pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, je synthétise pour que ça soit clair. Il n'y a pas d'urgence à passer en société. 72 500 euros de chiffre d'affaires, je suis micro-entrepreneur. Sans TVA, jusqu'à 34 400. Quand je dépasse 34 400, alors il y a une petite tolérance, mais je ne vous rentre pas dans les détails ce soir. À partir de ce moment-là, je suis obligé de faire mes factures avec de la TVA. Et donc, je suis obligé de faire aussi une déclaration de TVA, ce qui n'est pas le cas avant. Ok, et du coup, tu deviens un collecteur de TVA que tu dois reverser ensuite, quoi.
Eh bien, bien sûr, si je te fais une facture de 5 000 € hors taxe, je vais te rajouter 20% de TVA, c'est-à-dire 1 000 €. Donc, moi, tu vas me donner 6 000 €. Et sur les 6 000, il va falloir que je déclare 1 000 € de TVA collectée, c'est-à-dire que je vais rendre à l'État. De ces 1 000 € je vais déduire la TVA sur mes factures d'achat. Mais les factures d'achat, quand on est un porteur d'affaires, à ma connaissance, à part quelques kilomètres et 2-3 bricoles, vous n'aurez pas grand-chose. Donc, effectivement, à mon avis, le plus gros montant de TVA que vous aurez collecté sur les factures faites à Roma, évidemment, repartira à l'État, ce qui est normal. Là, on devient juste percepteur. On ne voit que l'argent passer, rentrer et ressortir. Pour ce qui concerne la TVA, s'entend. Ensuite, Ce qui est très bon signe. Ce qui est très bon signe d'être dans cette situation. C'est-à-dire que vous générez beaucoup de richesses. Donc, Romain vous permet de générer beaucoup de richesses. Oui. Peut-être avant de passer à la question suivante, Hugo, tu as peut-être envie de rebondir sur le point qu'a souligné Bruno, ou ça va peut-être être cacophonique? Alors, pour les frais, il faut comprendre que par rapport à la micro-entreprise, je ne suis pas un spécialiste de la micro-entreprise, je n'ai jamais traité dans mon exercice. Il faut comprendre que lorsque vous avez une société, oui, vous allez déduire vos frais. Quels frais peuvent passer? J'aime bien prendre l'exemple. Il faut retenir une chose simple, c'est que votre société, si vous montez une société et vous-même, c'est deux personnes qui sont complètement différentes et vous devez agir dans l'intérêt de votre société. Donc, vous ne pouvez pas tout passer en frais, il faut que ça soit engagé dans l'intérêt de la société. J'aime bien prendre l'exemple comme si vous me prêtez votre carte bleue et que vous me demandez de vous faire gagner de l'argent, que je pars à Dubaï pour faire un séminaire qui vous ramène beaucoup de clients, c'est déductible. Si je vais en boîte de nuit pour inviter des rendez-vous galants et payer une bouteille de champagne, ce n'est pas déductible. Voilà. Et c'est normal, vous me direz, c'est pas à moi de payer tes notes de champagne, quoi. Ok. Merci. Du coup, autre registre, donc Julie. Alors bonsoir, je suis infirmière libérale et l'URSSAF me dit qu'il est impossible que je crée une micro-entreprise pour prestation de services. Est-ce que je suis obligé d'arrêter ma première profession pour pouvoir faire de la prestation de services pour Mulinvest? Alors, j'ai un aide-soignant dans ma famille. Pareil, il est fou furieux. Alors, normalement, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste du truc, mais enfin, ce qui est clair, c'est que les gens qui ont un statut de fonctionnaire, normalement, ne sont pas autorisés, ça c'est le principe de base, ne sont pas autorisés à avoir des business privés. Voilà. Moi, la personne de ma famille, elle est aide-soignante, donc il a monté un petit truc. Et quand il a voulu aller s'inscrire en micro-entreprise, quel est votre statut? Il dit, moi je travaille là. Ah non, ça ne va pas être possible. Alors, ça, c'est le principe de base. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, alors, je vous explique ce qu'a fait la personne de ma famille, parce que lui, c'est un malin. Des soignants, on en manque. Il a dit, si vous m'enquiquinez, moi, c'est pas grave, je vais donner ma démission. Beaucoup de bluff. Mais là, ça a fonctionné, parce que forcément, ils sont en manque de personnel. Et donc, du coup, il a obtenu une dérogation. En fait, il a été obligé d'aller négocier une dérogation pour pouvoir le faire. Donc, le principe, c'est ça n'est pas possible. Dans la pratique, il faut négocier et ça arrive qu'on arrive à débloquer la situation. Voilà la réponse que je peux donner, qui est issue du terrain, 100% pratico-pratique. Ouais, au passage, moi, quand j'étais militaire, c'était pareil. Je ne pouvais pas être auto-entrepreneur, sauf si mon colonel, mon chef de corps, il me signait un papier. Bon, les fonctionnaires, ce n'est pas évident. Mais du coup, ça rebondit sur la question suivante de Julie. Donc, mon père, il a une SCI. Est-ce que du coup, je peux passer par son SIRET, comme je suis infirmière libérale et que je ne peux pas être auto-entrepreneur? Est-ce que je peux passer par le SIRET de mon père? Et si oui, Non. Parce que là, il y a un risque de requalification qui serait catastrophique de la société civile en activité commerciale si ça dépasse 10% du chiffre d'affaires. Et là, c'est catastrophique d'un point de vue fiscal. Hugo a tout à fait raison. Là, on mélange deux trucs. Donc, la réponse, ça c'est clair, c'est en 3 lettres, pardon, c'est non. Ça n'est pas possible de faire ce que veut faire Julie. Attention, le oui passe aussi en 3 lettres. Oui, mais j'ai précisé. Oui, c'est exact, Hugo. Oui, je sais. Oui, c'est vrai. Je vais m'en souvenir pour la prochaine fois. Merci. Mais je rejoins tout à fait les deux experts. De toute façon, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup joué avec la ligne jaune moi dans ma vie au sens général, et ça paye pas. Faut pas bricoler. Faut faire des choses carrées, des choses propres. Et t'inquiète, Julie, on trouvera des solutions au carré. T'inquiète. Et d'ailleurs, on a déjà trouvé notre solution en coulisses.
qui est tout à fait… Et la solution la plus simple est la discussion. La discussion, le fait d'aller voir, mais pareil, si vous avez une activité professionnelle, il va falloir que vous alliez demander, parce que généralement, dans votre contrat de travail, vous avez des clauses qui peuvent vous empêcher d'avoir telle ou telle activité et de toujours signaler à votre employeur pour pas qu'il s'en serve en faisant une recherche sur société.com et qu'il voit que vous soyez dans une autre société, qui s'en servent pour vous faire sauter votre emploi. Ouais, carrément. Du coup, j'ai une question qui me… Excusez-moi, pardon. Excuse-moi, Romain. En fait, je suis pas fonctionnaire, je suis infirmière libérale remplaçante. Et du coup, j'ai déjà un SIRET. J'ai pas de patron, en fait. J'ai déjà demandé à l'ordre infirmier qui m'a dit OK, il n'y a pas de souci. C'est surtout au niveau de l'URSSAF que ça bloque, en fait. Quel est l'élément, quel est l'argument qui est développé par l'URSSAF, Julie? Ben, en fait, ils disent que vu que c'est comme ça, ça sera Ouais. forcément refusé. Je peux pas Non, développer mais, une micro-entreprise. non, mais alors, oui, parce que on est dans le cas. Alors, ce qui est probable dans votre cas de figure, Julie, c'est qu'effectivement, j'ai expliqué tout à l'heure, un numéro de. Je vous explique pourquoi ils vous ont répondu ça. Je pense que j'ai la réponse. Je ne peux pas avoir un individu, personne physique, c'est-à-dire vous, moi, Romain, Hugo, ne peuvent pas avoir deux entreprises individuelles différentes. Et il ne peut pas avoir non plus une entreprise individuelle, ce qui est votre cas où vous êtes BNC, bénéfice non commercial, avec un mode de calcul des cotisations sociales qui est extrêmement particulier, que je connais très bien, qui est basé sur votre bénéfice. En gros, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, l'URSSAF n'accepte pas, et ça se comprend, de dire pour la même personne, il faudrait que je gère un système social basé sur un bénéfice réel, ce qui est votre cas actuellement. Et puis, si vous êtes micro-entrepreneuse, je suppose qu'on dit ça, avec un système de forfait social. Ce sont deux modes de calcul qui sont incompatibles. Et ça, c'est la raison pour laquelle on vous a fait la réponse. Un entrepreneur individuel qui aura déjà une activité n'est pas autorisé à avoir une micro-entreprise pour exactement la même raison que vous, d'ailleurs. Son bénéfice personnel est taxé d'une certaine façon réelle sur le plan social. Et à côté de ça, s'il était micro-entrepreneur, c'est un autre mode de calcul forfaitaire qui n'a rien à voir. C'est incompatible. C'est la raison pour laquelle on vous a répondu ça. Je suis à 99,99% sûr de l'argument que je viens de vous développer. D'accord, merci beaucoup. Je suis désolé parce que c'est négatif, mais je ne suis finalement la réponse est logique. Leur réponse est logique, pardon. Allô? J'ai plus de son. Je n'ai plus de son. Je n'entends plus rien. Moi, je vous entends. Non, c'est Romain. Romain, t'es mute. Ah, pardon. Ah, désolé, j'avais coupé le micro. Lorsque j'ai des personnes, en fait, un petit peu dans le cas de Julie, qui sont dans des situations un peu délicates et complexes pour récupérer leur commission de prestation de service ou d'apport d'affaires, est-ce que je peux garder leur commission dans mes caisses plutôt que de leur délivrer, puisqu'ils ne peuvent pas me facturer, ils ne peuvent pas les récupérer, donc je garde ça dans mes caisses. Et est-ce que je peux les faire travailler sur mes projets de levée de fonds en attendant qu'ils aient une situation pour récupérer l'argent, étant donné qu'il n'y a pas le va-et-vient de virement. Tu vois ce que je veux dire, Bruno? Non, mais qu'est-ce que tu entends par les faire travailler? Tu vois, les levées de fonds que je fais, admettons que Julie gagne 5 000 € de commission. Elle ne peut pas les récupérer pour des problèmes de statut. Oui. Est-ce que ces 5 000 €, je peux les mettre sur la prochaine levée de fonds pour que, quitte à ce qu'ils soient dans mes caisses, les fonds, autant qu'ils travaillent. Et qu'ils travaillent en attendant qu'elle ait un statut qui lui permet. Ça, c'est possible. Le problème, c'est le problème de Julie qui a travaillé, qui n'a pas touché son argent immédiatement. Mais après, oui, enfin, comme ça, à chaud, je ne vois pas de choses qui empêcheraient de faire ça. Oui. Parce que théoriquement, il faudrait qu'elle me fasse une facture pour qu'on considère que ce 5 000, il est réinvesti. Non, mais c'est clair que là, elle ne peut. Oui, non, mais dans sa situation, elle ne peut pas monter une micro-entreprise. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je peux faire pour elle, en fait? C'est ça que je me demande, tu vois. J'en sais rien. Il faudra que je réfléchisse. Je n'ai pas réfléchi à cette question du cumul parce que moi, les gens que je connais qui ont eu ce problème, ils ont tous été amenés à négocier de passer à travers la réglementation, en fait, parce que la réglementation, elle était claire. Donc voilà. Mais là, c'est un autre problème. Là, c'est un problème de l'URSSAF qui dit que c'est interdit, quoi. Vous ne pouvez pas avoir un régime social où on fait votre calcul sur des bases réelles, ce qui est le cas de son activité d'infirmière, et à côté, un autre régime où là, on calcule sur un forfait social, parce qu'en fait, on ne sait pas faire
Donc, comme on ne sait pas faire, on ne vous autorise pas à cumuler ces deux Bien sûr. statuts. Voilà. Du coup, moi, la question que je me posais, tu vois, par rapport à moi-même, c'est que Julie, elle gagne 5 000. Admettons qu'elle soit auto-entrepreneuse ou quelque autre statut que ce soit. Elle est censée payer des charges, enfin, tu as des cotisations sociales dessus. Ouais. Ça veut dire qu'elle ne devrait pas pouvoir réinvestir 5 000 sur mes levées de fonds en interne. Enfin, tu vois, il y aurait un truc. Oui, mais ça veut dire que là, elle a fait du bénévolat. Elle a fait un travail qui n'est pas rémunéré en apparence et que toi, donc, je sais pas, enfin, il faut réfléchir là parce que tu me poses des. Donc, je ne peux pas répondre à tout comme Ouais, ça. excuse-moi, Parce je que te prends un petit peu au dépourvu. Ouais. ça demande un peu de réflexion. J'en sais rien. Ça demande un peu de réflexion. Voilà. Ce Ok, qu'on sait, ça c'est qu'elle ne marche. pourra pas cumuler les deux statuts. Ça, c'est sûr. Voilà. Ok. Xavier, une facture payée sur un compte professionnel donne une rentrée d'argent. Comment cet argent est imposé et quelles charges je peux déduire? Puis-je utiliser cet argent pour du perso ou est-ce que je dois me verser un salaire? Si je dois me verser un salaire, quelle charge dois-je payer? Alors, du coup, Xavier, prends la parole vite fait, s'il te plaît. Dans ta question, tu te projettes dans quel statut, dans quelle forme? Initialement en micro-entreprise, après le but c'est quand même de monter une société à terme. Parce que je ne veux pas me cantonner aux 72 000. Enfin, 72 Ok, donc 14, je sais plus. micro-entreprise, tu peux fonctionner avec ton compte perso. Hein. Il n'y a pas de notion de se verser un salaire, il me semble. Hein. Oui, mais Il n'y a c'est pas de toujours notion- mieux non, de non, Alors, le de ce que j'ai segmenter, regardé, quoi. apparemment, tu dois avoir. Attendez. Oui, Déjà, c'est ça. il faut. De ce que j'ai compris, normalement, tu dois avoir un compte pro. Alors, Pardon. non, alors attendez, on va clarifier les choses. D'abord, on ne parle pas de salaire en micro-entreprise, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est une erreur de base. En micro-entreprise, je déclare des choses, il me reste des sous, je prends l'argent. La question du compte pro, on va la régler tout de suite. Elle est très simple, la réponse est très claire. Il n'y a plus d'obligation d'avoir un compte professionnel si je ne dépasse pas si deux années de suite, je dépasse 10 000 euros de chiffre d'affaires, je suis obligé d'avoir un compte professionnel à part. D'accord? On est bien d'accord. Ça veut dire en dessous de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, je n'ai pas d'obligation d'ouvrir un compte professionnel. On vous demande quand même d'ouvrir un compte perso, mais à part de celui que vous avez à titre personnel. Mais si vous dépassez, je répète la règle, si vous dépassez 2 années de suite 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes dans l'obligation à ce moment-là d'ouvrir un compte professionnel. D'accord? D'accord. Et alors, si je monte une micro-entreprise sur une seule année, que je passe en société dans la foulée et que je dépasse les 10 000 euros, on est quand même Si dans tu le cadre dépasses, des 2 années mais de suite, si 10 tu 000 euros. montes, Xavier, si tu montes une société, À partir du moment où je dépasse. tu arrêtes la micro-entreprise. Donc Oui, c'est ça. le problème ne se pose pas. Tu fais une année de micro-entreprise, à la fin, tu te dis j'arrête, tu fais une cessation d'activité, c'est très simple. Et du coup, la question ne se pose plus. Elle ne se pose que pour ceux qui dureraient en micro-entreprise et qui atteindraient les 10 000 euros, ce qui doit être. Je ne sais pas si c'est facile à atteindre, mais ça va certainement concerner un certain nombre de gens qui sont dans la réunion de ce soir, j'imagine. Oui. Donc, à partir du moment où une facture arrive sur mon compte, enfin, l'argent qui vient d'une facture sur mon compte, je réserve donc une partie de charge, les 22%, je réserve une partie pour l'impôt sur le revenu qu'il faut que je calcule, je ne sais pas trop comment, et le reste, par contre, c'est pour moi. Alors, c'est bien, donc je vais juste t'aider 30 secondes. Donc, effectivement, tu nous as rappelé un truc, c'est que si vous avez fait une facture de 1 000 euros, vous allez déclarer les 1 000 euros à la fin du mois, donc immédiatement, vous payez 22% de charges sociales. C'est-à-dire sur les 1 000 euros, j'ai 22% de charges sociales auquel s'ajoute un petit truc de 0,10% qui est une cotisation pour la formation professionnelle. Donc ça, c'est prélevé au moment où vous faites la déclaration. Imaginons que vous n'ayez fait que les 1 000 euros dans l'année pour que ça soit simple pour tout le monde, arrive la fin de l'année. Vous faites votre déclaration de revenus. Qu'est-ce que deviennent mes 1 000 euros? Mes 1 000 euros, ils sont déclarés. Il y a un abattement de 50%. Ça veut dire que pour l'impôt sur le revenu, on ne retient que la moitié de mes 1 000 euros, c'est-à-dire 500 euros. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Là, c'est très simple. C'est très simple. Donc, ils viennent s'ajouter à vos revenus et ils sont taxés dans la tranche d'impôt la plus haute à laquelle vous êtes imposé. Alors, on ne va pas faire de calcul, je ne vais pas vous prendre la tête, mais en France, il existe 5 tranches. La première, c'est 0, donc ça, c'est pour ceux qui ont des revenus quasi inexistants. La deuxième tranche est à 11% et la troisième à 30%. On va s'arrêter là. Donc, si j'ai 1 000 euros à déclarer, le fisc n'en retient que 500. Si je suis dans la tranche à 0%, eh bien, je ne paye pas d'impôt, il me reste 500 euros. Excusez-moi, il reste 1 000 euros. Je ne paye pas d'impôt, mais il me reste 1 000 euros que j'ai touchés. Si je suis dans la tranche à 11%, je vais payer 11% de 500. Donc 11% de 500,
Ça me coûtera donc 55 euros. Je paierai donc 55 euros d'impôt sur le revenu. Et si je suis dans la tranche à 30%, sur les 1 000 euros que j'ai déclarés, toujours pareil, on retient 500 euros. 30% de 500, j'aurai donc à payer d'impôt sur le revenu 150 euros. D'accord? Donc, si on résume, 22% de 1 000 euros, ça fait 220 euros, auxquels s'ajoute soit 0, soit 50, soit 150 si je suis dans la tranche à 30%. Voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Parfait, merci beaucoup. Comment? Tu as eu toutes tes réponses? Sur cette question-là, oui, c'est parfait. Après, comme je suis insured, j'ai d'autres questions derrière. Mais... Alors, Anthony, est-ce que je peux cumuler un VDI et micro-entreprise? On a déjà posé la question, je t'ai dit qu'il fallait que je regarde. D'accord. Ce qu'il fallait que tu regardes, Bruno, il me semble que c'était est-ce que le VDI peut tout supporter? Là, c'est ça me parle. Alors, je ne vais pas répondre parce que le statut de VDI, il est particulier, je le connais très mal. Ouais. Et donc, il a des particularités que j'ignore. Donc, honnêtement, je ne vais pas voir à côté. Quand je ne sais pas, je vous le dis. Donc là, je vais regarder, je vais chercher. Mais là, ce soir, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Okay. Ça serait au pif. Donc, je ne réponds jamais au pif. Ça a l'air un peu d'être 2 dispositifs individuels, mais bon, ok, à voir. Oui, oui. Mais il faut poser, c'est possible. J'aurai la réponse. 24 heures, j'aurai la réponse. Merci. Alors, autre question. J'ai radié ma micro-entreprise fin janvier. Est-ce que je peux la réouvrir pour l'utiliser? Alors, je crois, sauf erreur de ma part, ça c'est une bonne question et j'avais dit que j'allais la regarder. Sauf erreur de ma part, quand on ferme une micro-entreprise, je crois qu'il y a un temps de latence qui, à mon avis, est d'1 an. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas recommencer. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une petite astuce à connaître. Quand vous ouvrez une micro-entreprise, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, à un moment donné, vous allez être obligé de payer une taxe qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises, la CFE, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Sauf que cette taxe, elle a une particularité, c'est que vous la payez que la 2e année d'activité. Autrement dit, si vous ouvrez aujourd'hui une micro-entreprise en 2021, en décembre 2021, vous ne paierez rien, mais en décembre 2022, vous serez amené à payer cette taxe. Alors, c'est pas, on ne parle pas de somme colossale, on parle peut-être d'un billet de 100 ou 200 euros, mais enfin bon, c'est quand même une somme. Et donc, il y avait des malins qui ouvraient les micro-entreprises, qui faisaient du business, qui les fermaient 6 mois après, qui attendaient la fin d'année et qui recommençaient à ouvrir l'année suivante pour feinter la CFE. Et donc, je pense qu'ils ont… Enfin, j'ai connu ce truc-là il y a 2 ans. Je ferme ma micro-entreprise, je suis obligé d'attendre un délai d'1 an pour en rouvrir une autre. Alors, ça mériterait que j'actualise cette information, mais à mon avis, il y a de bonnes chances que ça soit la bonne réponse. Ok, merci beaucoup Bruno. Question suivante, et là je pense que c'est plutôt Hugo qui va répondre. Très bien. On est en plein dans son cœur de cible. Alors, hello, comment ça se passe en tant que portage international? Et Guillaume, j'aimerais que tu prennes la parole, s'il te plaît, mon poulet, pour préciser ta question. Est-ce que tu m'entends, Guillaume? Est-ce que tu es encore là? On écoute Guillaume. Oui, c'est bon, pardon. Excuse-moi, Romain, je t'écoute. Qu'est-ce que tu entends par portage international, s'il te plaît? Le portage international, donc là, ça s'est fait là il y a une semaine. C'est en fait une société, ouais, mais après, ça concerne… En fait, Romain, ta société à toi, Romain, elle est française, on est d'accord? Oui, affirmatif. Donc, ça ne fonctionne pas. Parce que le portage international, ça ne fonctionne que pour des sociétés étrangères. Et en fait, le portage international, c'est une société où on peut envoyer nos fonds, donc que ce soit crypto-monnaie ou que ce soit aussi d'autres fonds étrangers, mais ça ne doit pas venir, enfin la société ne doit pas être de du même pays fiscalement. Okay, bon. Et du coup, le portage est plus intéressant parce que ça nous permet d'avoir un contrat de travail, en fait, tout simplement. Un peu comme du portage salarial, quoi. Ah, tu ne connaissais pas, Romain, non? Je ne sais pas. Portage salarial, oui. Portage international, non. D'accord, ok. Hugo, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, il me semble t'avoir coupé. Non, pas du tout. C'est qu'il faut éviter d'essayer de faire trop complexe. Et de toute façon, à partir du moment où on envoie des revenus, le revenu qui est taxé et le revenu qui est disponible, donc c'est la règle française, ou qu'ils soient encaissés, quoi. Oui, tant que tu vis en France, tu payes en France. Donc, ensuite, Frédéric, si le numéro de Siret en LMNP est sur l'indivision que je forme avec ma compagne, j'aurais bien un numéro de Siret différent si je crée une micro-entreprise à mon nom. Ça devrait être le cas. Oui, je suis d'accord avec cette position. Ça devrait être le cas. Ça doit se passer comme ça. Magnifique. Ça me permettra bien de faire du LMNP en régime au réel et de l'autre côté, la micro-entreprise en micro-BIC.
Excuse-moi, là, j'étais ailleurs. Tu peux répéter la question? Donc, ça me permettra bien de faire du LMNP en régime réel d'un côté et de l'autre côté du BIC avec la micro-entreprise. Oui, 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 il pourra. Oui, ça, c'est encore possible aujourd'hui. Alors, je pense que ça va changer parce que là, ils nous ont monté un entonnoir fiscal tous les ans qui réduisent les avantages du LMNP parce que jusque-là, le LMNP n'était quasiment pas taxé d'un point de vue social. Là, depuis cette année, 1er janvier, ça change complètement. Là, aujourd'hui, enfin, ils sont en train de verrouiller tout. Mais aujourd'hui, en tout cas, au moment où on se parle, on est le 1er avril 2021 et ça n'est pas une blague. C'est encore possible d'être LMNP et d'avoir la micro-entreprise à côté. La réponse à la question posée est oui. Magnifique. Merci beaucoup, Bruno. Très clair. Alors, Julie, en micro-entreprise, pour démarrer la première année, on va payer moins de charges grâce à l'ACRE. Ça, il me semble que c'est que pour ceux qui ont le chômage. Je ne suis pas sûr. Alors, d'abord, oui, il faut être… voilà, c'est exactement ça. L'AC, c'est un dispositif réservé aux gens qui sont sans emploi, donc qui sont aussi chez Pôle emploi. Oui, alors effectivement, alors je crois que ça a été révisé, ça, il faudrait que je regarde, mais déjà, oui, c'est clair. Si je veux bénéficier de l'ACRE, ça veut dire que je suis demandeur d'emploi. C'est une condition obligatoire pour pouvoir prétendre à l'ACRE. Je me permets juste, pour la demande à l'ACRE, vous pouvez avoir moins de 25 ans, puisque j'en ai bénéficié personnellement. En fait, il y a plusieurs conditions que vous pouvez aller voir directement sur le site de l'URSSAF. Merci. Donc, question suivante. Pierre Viti, après déduction des charges, entre parenthèses, 22%. Ça, c'est les charges sociales. Hein. Oui. Il faut bien expliquer aux gens qui sont avec nous ce soir, quand vous démarrez une micro-entreprise, en fait, il y a 3 choses qu'il faut bien comprendre. 1, vous montez une structure juridique, un statut juridique, qui est micro-entreprise, vous n'avez pas le choix, c'est une entreprise individuelle. La deuxième chose, c'est que vous allez choisir, enfin, vous rentrez dans un régime fiscal particulier. Et la troisième chose, vous rentrez dans un statut social. Hein, c'est l'addition de ces 3 éléments qu'il faut analyser et bien regarder. Je te laisse poser la question, Romain, pardon. Je t'en prie, Bruno, je t'en prie. Du coup, donc, les revenus sont-ils également imposés sur les impôts sur le revenu? On a déjà répondu à cette question par rapport aux 3 tranches, il me semble, 0, 11, 30. Voilà, ça a déjà été répondu. J'ai pris 3 tranches, mais pour Xavier, je m'excuse, Xavier, toi, tu seras plutôt dans la tranche de tes ambitions à 41 ou 45, hein, puisque… Très J'ai clairement. bien compris, tu n'en as pas. Donc voilà, Xavier, j'ai essayé une blague, mais je vois bien que ça ne marche pas. Donc je retire ma blague. Si, j'ai pris. Bon, ok. Encore parce qu'il y a 5 tranches quand même. Hein. Ça va de 0 à 45. Hein. Voilà, disons les choses clairement. Je les avais vues. Alors donc du coup, Xavier, niveau fiscalité, est-ce qu'on va payer une TVA en SASU? Enfin, à partir de quel montant, s'il y en a? Alors en SASU, est-ce qu'on paye une TVA? Le régime en franchise de base, c'est le même pour n'importe… On peut être dans n'importe quelle forme juridique, SRL, SASU, etc. Et on peut effectivement démarrer, enfin, on peut décréter qu'on est en régime en franchise de base, mais toujours avec la même limite, en fait. C'est-à-dire que tant que je suis en dessous de 34 400, je peux rester sans TVA. Puis à partir du moment où je franchis le seuil, je suis obligé de déclarer la TVA. Donc, ce n'est pas lié, Xavier, à la question de la structure juridique. C'est lié au niveau de chiffre d'affaires. Peu importe la structure juridique. Je peux être en SRL et ne pas payer de TVA au début si j'ai un faible chiffre d'affaires. Oui, c'est tout à fait possible. Okay. Donc, si on n'a pas atteint le seuil, on fait péter la TVA. Petit clin d'œil à Hugo. Péter la TVA, je ne sais pas, mais oui. Je t'interromps juste. Maxence Rigotier, ça. D'accord. Donc, en tant qu'apporteur d'affaires, peut-on déduire le forfait téléphonique, le forfait box, le téléphone portable? Est-ce que ces 3 choses, on peut les déduire en tant qu'apporteur d'affaires ou est-ce que c'est considéré comme abusif? Non, mais la question n'est pas enfin, excusez-moi, elle est mal posée. Je ne veux pas être désagréable. Si je suis en micro-entreprise, je ne déduis rien du tout. Puisque en micro-entreprise, j'ai un abattement forfaitaire. Donc, vous déduisez rien du tout. Je reprends l'exemple pour que ça soit clair pour tout le monde. Vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise dans l'année 2021. Vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires. Arrive la fin de l'année. Donc, vous pouvez dépenser ce que vous voulez à côté. À la fin de l'année, vous allez déclarer au fisc 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, le fisc va dire, je vous applique un abattement de 50%. Donc, il va dire, je soumets au barème de l'impôt sur le revenu la moitié du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 5 000 euros dans mon cas. Donc, 5 000 euros taxés, on l'a dit, à 0, 11, enfin, on ne va pas reprendre l'exemple. Mais après, vous dépensez ce que vous voulez. Sur les 10 000 euros, si vous n'avez pas de frais, que vous décidez de vous payer un téléphone, vous faites ce que vous voulez. Dans le statut de micro-entreprise, ça n'est pas déductible. Par contre,
et peut-être qu'on est en train de repasser la parole à Hugo, si je suis en société, je déduis tout ce que je veux dans la limite où c'est engagé, les frais sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Mais c'est vraiment très avantageux quand même au final, micro-entrepreneur. Abattement à 50%, je viens d'en prendre conscience. Si en plus tu as l'ACRE et que ça te fait sauter les charges, c'est vraiment pas mal, quoi. Hein. Pour démarrer, c'est un bon statut. Tu as un abattement de 50% du chiffre d'affaires qui est en réalité un bénéfice puisqu'il n'y a pas vraiment de charge en tant qu'apporteur d'affaires. Alors voilà, si effectivement, je pense que vous aurez peu de charges, parce qu'apporteur d'affaires, en fait, c'est moi qui vais poser une question là. C'est quoi les charges d'un apporteur d'affaires? Dites-moi, éclairez-moi un peu sur la question. Comme il l'a dit, Xav, hein, téléphone, box, il n'y a pas vraiment de gasoil. Aujourd'hui, tu sais, on est à l'heure des réseaux sociaux. Quand tu veux lever des fonds, c'est avec ton réseau, avec un coup de téléphone. D'accord. Franchement, Oui, donc effectivement, oui. Je pense que 50%, c'est une bonne affaire. Oui, je suis d'accord. C'est un très bon taux. Je suis d'accord avec vous. Donc Julie, c'est bon, on avait déjà répondu. Xavier, donc par curiosité, quel est le risque si on a une société en tant que fonctionnaire? Alors, Xavier, qui est un petit peu comme la personne de ta famille, Bruno, qui est un fou furieux. Moi, je Xavier, n'ai jamais dit qu'il était fou furieux, j'ai dit que c'était quelqu'un de ma famille. tu as N'exagère pas non employé le plus. mot fou furieux. Hein. Ah Ça bon, me j'ai fait dit ça? Bon, d'accord, ok. Mais c'est rire. vrai Mais d'ailleurs. Xavier a l'air d'être du même bois. Donc Xavier, il est militaire, donc fonctionnaire, assimilé. Et par curiosité, si je monte une société à côté de mon boulot de militaire, qu'est-ce que je risque? C'est la même question que Julie tout à l'heure. Militaire, normalement, c'est pas, enfin, techniquement, c'est pas possible d'avoir une activité à côté puisque c'est incompatible. Enfin, je connais pas le statut de militaire. Moi, je dis ça, vous êtes mieux placé que moi pour répondre. Pour moi, c'est pas compatible puisqu'on est, enfin, je le suppose. Donc, normalement, c'est pas possible. Bon, voilà. Bon, bah moi, C'est effectivement pas possible. en tant qu'ancien Oui. militaire, je vais te répondre vite fait, Xav, selon mon opinion. Si tu te fais choper, bah, tu auras une sanction disciplinaire. Si tu es mal vu, tu auras même un conseil de discipline. Je pense pas que tu te fasses virer de l'armée pour ça. Tu seras juste sanctionné et tu n'auras pas ton échelon à la fin de l'année, quoi. Voilà, c'est ça qui se passerait, je pense. Ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'ils peuvent le voir? Est-ce qu'ils le voient au niveau de la Ah bah paye si. parce que le revenu augmente quand tu es en micro-foncier, enfin pas en micro-entreprise, pardon. Bah, disons que si tu t'étales sur tes stories et compagnie, il y a des bons copains qui peuvent peut-être en parler de façon malsaine autour Ça, de on est toi. d'accord. Ça, voilà. Après, avec les histoires de prélèvement à la source administratif et tout, je pense pas. Théoriquement, oui, mais aujourd'hui, je pense que l'administration, elle est un petit peu congestionnée. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça Alors, marche à la dénonciation quand les oui. montants sont petits. Quand c'est pas du 6 chiffres, mais bon, Oui. pas Moi, terrible. je pense que le danger numéro un pour vous tous, là, enfin, dans ce type de situation, j'entends, pour moi, c'est clairement les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, Parce que clairement. malheureusement, tout le monde s'épanche, enfin, à mon avis, à tort et à travers. Et là, aujourd'hui, je vois bien ce qui se passe. Moi, j'ai un exemple d'un type qui s'est fait choper, là, qui joue au malin, et vas-y que je te montre ma bagnole et machin. Oui, bah, à la sortie, là, ça se termine très, très mal, quoi. Donc, le problème, c'est que, alors là, je vais reprendre un adage, c'est juste de la sagesse. En France, si vous gagnez de l'argent, pour vivre heureux, vivons cachés. Allez se mettre sur les réseaux sociaux. Quand on est dans une situation de ligne jaune, j'entends bien, alors là, je vous le déconseille totalement parce que forcément, puis en plus, autour de vous, vous aurez des jaloux. Donc, c'est clair que moi, régulièrement, je suis questionné par l'administration fiscale parce qu'il y a des dénonciations en disant Monsieur Nana, est-ce que vous pourriez nous dire Donc, il y a des gens qui dénoncent des gens, enfin des soi-disant amis à eux qui en fait sont des jaloux, qui comprennent pas pourquoi machin, qui bosse beaucoup d'ailleurs, gagne de l'argent et pourquoi lui en gagne pas. Et donc, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il dénonce à l'administration fiscale. Voilà comment ça, triste réalité, mais c'est comme ça que ça marche. Et je me permets d'enfoncer le clou, hein, pas de ligne jaune, quoi. Sincèrement, pas de liberté financière sans liberté fiscale, comme le dit Hugo, hein, très sincèrement, quoi. Bref. Je peux intervenir, Romain, ou pas? S'il te Pardon? plaît. Est-ce que je peux intervenir, du coup, par rapport à tout ça? Parce que là, donc, dans le cadre du militaire, du coup, ça veut dire que en fait, je suis obligé de me retrouver dans la même situation que Julie, c'est-à-dire te laisser les fonds, que tu les fasses mûrir ou pas avec l'histoire de l'investissement, à voir si c'est possible. Mais du coup, officiellement, j'ai pas le droit de créer. Bah, tu risques d'être dans le même cas de Julie et malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir faire cet arrangement, tu vois. Donc, je vais C'est tout pour faire. ça. Dans tous les cas, on trouvera une solution, t'inquiète. Ok, merci. On trouvera une solution. Mais cette histoire de garder les fonds et de les faire fructifier, je ne pense pas pouvoir le faire. Sans me mettre moi en porte-à-faux, et je ne veux pas me mettre en porte-à-faux. Oui, ça On peut est être d'accord, c'est pas le compliqué, but. je suis d'accord. Donc ensuite, Pierre Viti, pour limiter de franchir la limite des 34 400, est-il possible de faire passer les revenus sur la micro-entreprise de ma femme? J'ai pas compris. C'est pour limiter.
Alors, la femme de Pierre a une Oui, micro-entreprise. Et oui. Pierre, qui n'a manifestement pas envie de payer de TVA, aimerait rester sous les 34 400 sur sa micro-entreprise à lui. Et il demande s'il peut mettre un petit peu de volume sur la micro-entreprise de sa femme. Bah, en théorie, c'est oui. La question, c'est c'est de regarder la compatibilité des deux codes APE. Parce qu'en fait, c'est quoi l'activité de sa femme, quoi? Parce que s'il fait des recettes de l'apporteur d'affaires avec sa femme, enfin, je ne connais pas son code APE. Bon, donc là, la réponse en théorie, c'est oui. Après, il faut regarder si les deux codes APE sont compatibles ou pas, quoi. Parce que Très si clair. sa femme a fait complètement autre chose que du conseil en gestion ou un apporteur d'affaires, ça peut éventuellement, ça peut poser problème. Imagine, parce que je prends un exemple très simple. Parce que sa femme, si elle fait aussi l'activité de prestation de service, c'est les mêmes règles qu'on vient de voir, 50% que ça. Mais si par contre sa femme, elle vend, imaginons que sa femme, je dis n'importe quoi, fabrique des bijoux. Là, c'est plus la même chose, puisque du coup, c'est plus les mêmes taux. Là. Au lieu Ah oui. d'avoir 50%, j'ai 71%, et je ne suis plus taxé de la même façon socialement. Bon, c'est juste le petit truc à vérifier, mais sur la théorie, la réponse, c'est possible, oui. Ok, merci beaucoup. Tom Duchesne, si l'on a déjà une micro-entreprise, pouvez-vous me confirmer qu'il faut faire une adjonction d'activité? Oui, oui, mais c'est bien. C'est exactement ça. En fait, on peut faire plusieurs activités à l'intérieur. Effectivement, on demande à faire une modif en disant bah, à l'activité numéro 1, j'ajoute une seconde activité. C'est une bonne question. La réponse est oui. C'est Ok, ça. merci. Alors, Olivier, oui, ça serait top si on pouvait avoir nos commissions en nature sous forme de part d'investissement. On aurait seulement une taxe sur la plus-value, point d'interrogation. Donc ça, aujourd'hui, Olivier, on est un peu pris de court pour donner une réponse à cette question. Je vais aller chercher la réponse et je vous la communiquerai. Albin, Ça dépend parce que si c'est du BNC, ça va être à l'encaissement, ça va être une comptabilité d'encaissement. Si c'est ça, si c'est du BIC, c'est une comptabilité d'engagement. Oui, c'est exact. Donc techniquement, on devient taxable, même s'il ne reçoit pas l'argent, c'est au moment où l'opération est faite. En BNC, tu deviens taxable et tu déclares l'opération, que ce soit en TVA et tout ça, au moment où tu encaisses. Oui, oui, exactement. Oui, c'est ça. je m'excuse, j'ai pas compris, je m'excuse. En fait, selon le régime où tu es, BIC ou BNC, en fait, c'est la question de rattachement des charges et des produits temporels. Quand tu es en BIC, en fait, c'est au moment où tu fais la facture, pas au moment où tu l'encaisses. C'est au moment où l'engagement naît. Et quand tu es en BNC, tu es en comptabilité d'encaissement. C'est-à-dire, ça va dépendre. En fait, tu vas avoir des gens qui vont devoir comptabiliser le fait de l'opération, même s'ils n'ont pas reçu l'argent, et tu en auras d'autres qui pourront attendre le fait de recevoir l'argent. D'accord, ok. Du coup, conséquence dans notre affaire, Ça dépend de la personne. Ça dépend de la façon dont il le fait. BIC ou Bruno, BNC. t'en penses quoi? S'ils laissent l'argent et qu'ils sont en comptabilité d'engagement, qu'ils laissent l'argent, de toute façon, ça Mais reste une quel est son statut immobilisation. là? Je ne me rappelle plus là. Quel est Alors, le admettons statut? qu'on parte sur un cas très simple de quelqu'un qui est micro-entrepreneur ou… Micro-entrepreneur, il n'y a même pas de débat. Micro-entrepreneur, c'est à l'encaissement. Autrement dit, si vous faites 10 000 euros de facture à Romain dans l'année, mais que Romain ne vous paye pas, à la fin de l'année, je déclare combien? La réponse est 0. Parce qu'en micro-entreprise, je ne déclare, et c'est l'avantage de la micro-entreprise, que le chiffre d'affaires encaissé. Donc, je répète bien, vous faites 10 000 euros de facture, mais malheureusement, vous avez travaillé avec, alors pas Romain, on va citer avec Pierre, qui est un mauvais payeur. Et si à la fin de l'année, Pierre ne vous a rien payé, vous avez beau avoir fait 10 000 euros de facture émise, vous allez déclarer 0 au fisc. Par contre, vous travaillez avec Romain, vous faites 10 000 euros de facture, Romain vous verse les 10 000 euros à la fin de l'année, je déclare mes 10 000 euros au fisc. Là, il n'y a pas de choix micro-entreprise, c'est uniquement la perception du chiffre d'affaires qui déclenche le paiement des charges sociales et l'imposition fiscale. Si je n'encaisse rien, je ne dois rien à personne et je ne paye rien. Ok, donc la déclinaison BIC BNC, c'est seulement si tu es en société, en fait, c'est ça, hein? Les sociétés sont généralement en BIC et Oui. les auto-entreprises, micro-entreprises sont généralement en BNC. Et dans tous les cas, selon moi, ils ne peuvent pas le passer en créance douteuse s'ils sont en société parce que la créance, elle n'est pas incertaine, elle n'est pas douteuse. Donc, ils devraient la comptabiliser, y compris dans les bilans. Ça sera une créance qu'ils auront envers Mulinvest. Oui, là, ça demande vraiment. Bon, je comprends bien les questions, mais là, ça demande de réfléchir avant de répondre parce que là, on ne peut pas. Pensez à faire vraiment simple. Il y a autant de situations que de personnes, limite.
Il y a autant de situations que de personnes et pensez à faire simple. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous allez être taxé. Vous allez pas il y a un forfait de déduction de frais, donc que vous déduisez 0 frais ou 100 000 euros de frais, même si ce n'est pas possible, vous aurez tout le temps le même résultat. Donc, faites simple, commencez avec des micro-entreprises. N'essayez pas de faire complexe. Et une fois que vous allez voir comment cela marche, vous allez ensuite vous structurer en société où là, il y aura besoin d'une expertise, il y aura besoin d'une étude de cas individualisée. Mais honnêtement, en micro-entreprise, c'est un traitement ultra favorable en France il n'y a pas besoin de faire très complexe. Ils ramènent des clients, il faut une facture, ils se font payer, ils payent leur impôt libératoire et ils disposent de l'argent immédiatement. Ouais. Donc, disons que moi, aujourd'hui, là, ce qui m'intéresse vraiment, et ça, je le verrai en privé de mon côté parce que ça va prendre trop de temps, c'est de savoir si quelqu'un a un blocage de statut comme Julie ou Xavier, est-ce que je peux garder les fonds, lui faire travailler sans me mettre en porte-à-faux? Et ça, je vais le voir en privé. D'accord? Ensuite, Albin Logereau, une des dernières questions. Peut-on avoir plusieurs activités en micro-entreprise avec des codes NAF différents? On a répondu à cette question tout à l'heure. En fait, le code, c'est le code APE. Donc, je peux avoir plusieurs activités à l'intérieur du même code APE, enfin de la même micro-entreprise. Mais je vais. Ah oui, le code, pardon, j'ai dit une bêtise. Le code, je ne suis pas sûr de ma réponse là. Je ne sais pas, mais c'est quoi la vraie question là? Parce que ça changerait quoi derrière? Quel est le problème que ça pourrait poser? Si la réponse était non, qu'est-ce que ça poserait comme problème? Albin, peut-être que tu peux prendre la parole, dis-moi, C'est quoi éventuellement, l'idée en pour fait? préciser ta question. Bon, je passe à la question suivante. Donc, Xavier, du coup, si on passe de micro-entreprise à société quand on dépasse les 72 000 de chiffre d'affaires, mais avant, il n'y a aucun intérêt en fait. On reste en micro-entrepreneur. Alors, il n'y a aucun intérêt sauf un seul, bon, qui est théorique, hein, parce que vous allez bien comprendre. Vous montez une micro-entreprise, même si vous n'avez pas de compta à faire, les amis, il faut juste faire un truc simple. Il faut que vous mettiez dans un cahier, que vous notiez dans un cahier, sur une feuille Excel, excusez-moi, les dépenses que vous supportez, puisque vous avez bien compris qu'à la fin de l'année, vous allez déclarer un chiffre d'affaires avec un abattement de 50%. Donc, la seule question qui se pose, c'est de savoir si ce que vous dépensez, ce que vous engagez comme dépense pour faire ce boulot, globalement, vous coûte plus ou moins de 50%. Si c'est moins de 50%, vous comprenez bien qu'il faut rester micro-entrepreneur, puisque si vous avez 30% de charges réelles, vous avez un abattement de 50%, ce qu'a très justement rappelé Hugo. Et je pense que dans votre cas de figure, ça sera forcément le cas. Le problème des micro-entreprises, je vais vous prendre un exemple pour que ça soit clair. Un jour, un type vient me voir, il me dit, moi je suis micro-entrepreneur, je suis en camion, je fais de la pita emportée. Il me dit, je vais acheter un camion, j'ai besoin d'un emprunt. Et puis le camion, il coûte 25 000. Et sur les 25 000, il y a 5 000 euros de TVA. Et donc, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, si vous ne passez pas au réel, le banquier ne vous prêtera pas votre argent et vous ne pourrez pas récupérer les 5 000 euros de TVA. Mais là, ça veut dire qu'on est passé, et ça rejoint la problématique évoquée par Xavier, c'est je change de statut parce que mon entreprise, enfin mon business grossit et qu'effectivement, le statut de micro-entreprise qui était tout à fait adapté au début de mon activité, là, demande à être changé parce que là, je dégage un volume d'affaires qui effectivement change la donne. C'est le raisonnement qu'il faut retenir. Mais apporteur d'affaires, je ne vois pas comment, objectivement, vous pourriez avoir plus de 50% de charges, sauf à rouler en Tesla. Et encore. Donc, du coup, là maintenant, terminer les questions. On termine avec ceux qui restent pour ne pas prendre trop de temps à Bruno et Hugo qui. Et ensuite, pour compléter rapidement ce qu'a dit à très juste titre Bruno, les frais que vous allez avoir sont tellement ridicules que même si vous décidez de passer au réel pour déduire un téléphone et un resto, vous allez avoir du mal par rapport aux sommes. C'est un sacré avantage. Et après, moi, ce que je recommande à tous, c'est de le faire avec les comptables. Et je t'en avais, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, Romain. C'est toujours de voir, moi, ce que je recommande, c'est avec le comptable de faire un sorte de tableur Excel ou un Google Sheet qui permet en fait de clairement voir les avantages et les inconvénients de passer d'un régime à l'autre. Tout se fait au Excel aujourd'hui. Ok, merci. Parce que, Merci beaucoup. donc voilà.
Donc, du coup, les toutes dernières questions, et après, s'il vous plaît, stop aux questions parce qu'on va clôturer. Donc, Xav, dernière question qui me vient. Donc, vaut-il mieux, et là, c'est que des questions fiscales quasiment, Hugo, hein, ça va être pour toi. Vaut-il mieux se verser un salaire ou des dividendes en société? Y a-t-il un montant clé à partir du moment où c'est plus intéressant de se verser des salaires ou des dividendes? Impossible à dire, parce que tu vas prendre tout un critère. Je ne sais pas de combien elle a besoin pour vivre. Il faut comprendre une chose, et ça, c'est vital. C'est le sujet de notre vidéo samedi où il y en a un qui confond dividendes et factures. Ça ferait rigoler beaucoup Bruno. Pour faire une remontée de dividendes, la personne dit on fait une facture de la holding à la société fille. Il faut comprendre qu'un dividende, tu vas pouvoir le verser qu'une fois l'exercice clos. Le dividende, donc, tu ne vas pas pouvoir le recevoir de suite. C'est-à-dire que si, par exemple, toute ta société aujourd'hui, avec une clôture tu fais une clôture au 31 décembre 2021, tu ne pourras te verser un dividende qu'en 2022. Entre-temps, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir payer ses charges. Après, tout dépend de la stratégie qu'on a. Tu vas avoir une stratégie d'élever un peu plus le salaire et donc payer plus de charges sociales pour favoriser, par exemple, si tu veux faire un crédit immobilier à titre perso. Il faut voir les revenus que tu as. C'est vraiment du cas par cas. Les personnes, et je pense que Romain, tu reconnais un peu ce que je te dis à chaque fois avec ce que disait Bruno, en disant que chaque situation est différente et il n'y a pas une solution globale. Donc, si tu te mets dans cette activité à fond, il va falloir que tu calcules ton salaire chargé, c'est-à-dire le salaire que tu vas recevoir toi en brut, plus les charges sociales que va payer ton entreprise. Donc, ça fait un petit budget. Et il faut penser au dividende, que le dividende, c'est qu'à la fin de l'année. Généralement, ce que les gens ont tendance à faire, c'est se verser un plus gros salaire la première année et ensuite compenser avec le dividende. Le dividende étant un impôt libératoire. C'est-à-dire que tu payes les 30%, c'est libératoire. 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de CSG-CRDS. Mais il faut pouvoir attendre le dividende. Alors, si tu as de l'argent de côté, et c'est là que la micro-entreprise est une sacrée chance, c'est qu'elle vous permet de capitaliser un maximum à titre personnel pour pouvoir, quand vous vous lancez en société, avoir de l'argent personnel pour attendre le dividende sans avoir à vous verser un gros salaire. C'est l'avantage. Et après, bon, je sais, et Bruno va me relever sur ça, et je te l'ai toujours dit, Romain, moi je suis un amoureux de la SAS pour des raisons de développement sur le long terme. C'est une société qui est beaucoup plus libre que la SARL, qui est très… je ne veux pas parler latin pour me la péter, on dit intuitus personae, donc très lié à son gérant. Mais la SARL va être plus avantageuse pour verser un salaire, moins avantageuse pour verser un dividende. Chaque société a ses forces et ses avantages, ses inconvénients et ses avantages. Donc, il faut être conseillé. C'est là qu'un expert comptable va vous aider. C'est là que l'expert comptable va avoir sa valeur ajoutée parce que lui va connaître la situation chiffrée et va toujours savoir vous orienter vers la meilleure des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, je le recommande, et ce n'est pas parce que Bruno est là avec nous ce soir, que c'est la première fois que je rencontre, soit dit en passant, c'est qu'un expert comptable, ça doit être une de vos personnes les plus proches dans votre business. Ça doit être une personne que vous pouvez aller voir, que vous pouvez appeler. C'est une personne avec qui vous devez avoir une relation de proximité. Quand j'entends des gens qui prennent des comptables sur Internet, je trouve que c'est la pire des erreurs parce que ça enlève la principale force du comptable, de l'expert comptable. C'est la force du conseil, de la proximité qui va connaître votre situation. Je ne sais pas si Bruno me rejoint sur ce point ou pas, mais… Oui, je pense que de toute façon, c'est très simple. Moi, je fais un débat. Les mecs qui cherchent des comptables en ligne, ce pas des businessmen, ils n'ont rien compris. Ils cherchent un prix. À ce moment-là, il faut qu'ils prennent un comptable à Madagascar, hein, ça ne va leur coûter rien. Mais par contre, ils vont avoir zéro conseil, zéro machin. Donc ça, c'est des gens qui n'ont pas de… Les mecs qui rapiotent sur 500, enfin sur des 200 euros, 300, ils n'ont pas compris ce qu'ils font. Ils se gourent. Ce pas des entrepreneurs. C'est des gens, je pense que tu as raison. Et alors aujourd'hui,
je vais vous dire un truc, les règles, elles changent tous les jours. C'est d'une complexité, mais c'est vraiment, c'est devenu très compliqué. Donc, effectivement, l'accompagnement, c'est vital. C'est la réactivité, c'est d'être là quand il y a besoin. C'est quelqu'un qui connaît bien votre business, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Moi, il y a des business que je ne connais pas, que je ne fais pas parce que je ne sais pas faire. Donc, voilà. Et je reviens à la question de Xavier. Hugo a complètement raison. C'est du cas par cas. Ça dépend de vos objectifs. Il y a des choses à arbitrer. Donc, on a besoin de tout connaître, votre situation patrimoniale, vos revenus, la tranche d'imposition, le nombre de parts. Enfin, c'est un véritable audit. C'est un vrai job. Je le rappelle, le comptable est un docteur. C'est un mec qui pose des questions. Puis au moment où il est plus compétent, parce que ça devient trop compliqué, il passe la main à un spécialiste, par exemple, à quelqu'un dans la gestion de patrimoine ou un fiscaliste, parce que là, il y a des choses qui deviennent très complexes. Et lui, il a fait son boulot, il passe la main à quelqu'un qui est très niché dans sa compétence. Voilà. Je ne sais pas si tu as fait attention, Hugo, mais Bruno vient de te qualifier indirectement de chirurgien, ce qui n'est pas trop mal, je pense, dans sa métaphore. Je le remercie, et c'est des métaphores que je prends quelquefois. Et pour juger quand on est en cabinet, on a tout le temps du mal avec certains experts comptables parce que c'est ce qui empiète le plus. Et quelquefois, notamment sur les écritures, quand il y a des experts comptables qui font du contentieux, quelquefois on doit reprendre les écritures derrière et c'est un peu difficile, ils ne savent pas passer la main. Et c'est toujours délicat. Dans un dossier, quand on vous dit il y a mon expert comptable. Okay, alors, je vais vraiment me rappeler. Et pour refaire une dernière phrase, un expert comptable, vous devez en voir plusieurs, vous devez en discuter avec plusieurs. Un expert comptable ou un comptable qui vous dit tout le temps oui, il faut faire très attention. Un comptable qui vous dit toujours non, il faut faire attention aussi. C'est le juste milieu, c'est de savoir dire non, ça passe pas. Bon, on va essayer de le faire passer, mais sache que, je t'aurais prévenu, moi perso, je ne le fais pas passer. C'est une vraie relation de confiance, le comptable. C'est la personne qui sait tout. C'est quand on va lui faire une note de restaurant, on ne va pas dire c'est un client. On va dire, ah oui, c'est un peu perso, mais on essaie de le faire passer. Il faut avoir une relation de transparence avec son comptable. C'est bien noté. Moi, à titre perso, c'est bien noté. Ok, merci. Alors là, je vais vraiment commencer à clôturer le Zoom, donc plus aucune question. Et les 3 dernières questions, on y répond de façon vraiment express, entre guillemets. Donc, quel est l'impôt lié à la plus-value sur les investissements qu'on fait chez Mullinvest? C'est quoi? C'est une flat tax? Il me semble que oui. Oui, a priori, ça serait la flat tax. Alors là aussi, je vais vous donner mon sentiment. Alors, la flat tax, on va parler français, parce que c'est un impôt sur la plus-value, c'est 30%. Ça veut dire en clair, si j'ai acheté un truc 50 et que je le revends 100, j'ai gagné 50 et sur les 50, on m'en reprend 30%, c'est-à-dire qu'on me reprend 15 €. Mais la flat tax, elle dépend de la couleur politique des mecs au pouvoir. Donc, je vous le dis comme je le pense et ce que je répète à mes clients. Alors, ça ne va pas tenir. Tu as tout à fait raison de raconter l'histoire comptable. Parce que moi, quand je reçois les clients, je dis voilà comment ça fonctionne. Moi, je vais vous expliquer. Ici, on se dit tout. Voilà. Donc, j'ai un style. Il plaît pas, mais ce n'est pas grave. Moi, si ça vous plaît, on fait comme ça. Par contre, je vais vous dire les choses comme elles se présentent. La flat tax, c'est 30%. C'est la taxe Macron. Donc, dans mon langage à moi, c'est les soldes. Parce qu'aujourd'hui, en France, se faire prendre, alors ça va certainement vous horrifier, mais ne se faire prendre que 30%, c'est énorme, on est d'accord. Ça paraît beaucoup, mais je peux vous garantir que sous le gouvernement Hollande, c'était autrement plus pénalisant. Et demain, si en 2022, c'est Mélenchon qui arrive au pouvoir, la flat tax, ça va être 95%, il ne vous restera rien. Alors, je ne fais pas de politique, je prends des exemples que tout le monde comprend. Autrement dit, comme l'a dit Hugo, je pense que la flat tax sera revue à la hausse ou disparaîtra pour revenir au régime antérieur qui était vachement moins favorable et beaucoup plus pénalisant. Donc, qui était moins favorable pour les hauts revenus parce qu'on avait l'abattement de 40% sur l'hiver. Oui, c'est clair. Et qu'on peut toujours utiliser, il me semble. On peut toujours opter pour l'abattement. Oui. Donc, on a le choix. Sur les dividendes où on n'a pas beaucoup de revenus, quelquefois, ça peut être plus intéressant d'opter à l'ancien régime. Et ça, pareil, c'est du Excel. Ok, merci beaucoup. Alors, Jérémy, je vois que ma micro-entreprise est tout juste créée pour être apporteur d'affaires et aller en BNC.
Dois-je la faire modifier pour… Non. Alors, je vous arrête, là, je crois qu'il y a un malentendu. Enfin, pour moi, clairement, elle n'est pas en BNC. Excusez-moi, la prestation, je vous arrête là. La prestation de service, c'est une activité commerciale. Donc, dans le langage fiscal, on appelle ça BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Quand je fais une prestation de service commercial, je suis taxé dans la rubrique des BIC. Et là, pour moi, enfin, là-dessus, c'est une réponse que je qualifierais de certaine. Donc, quand je suis intermédiaire de commerce, je ne suis pas BNC. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, il n'y a pas besoin de toucher à rien du tout. Hein. Moi, je suis d'accord parce que ce n'est pas de la prestation de conseil qu'ils font, c'est une prestation commerciale, c'est de l'entremise commerciale. Exactement, tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Du coup, Jérémy, c'est réglé. Et Albin, du coup, la toute dernière question de ce call, de ce Zoom. Alors, précision sur plusieurs activités en micro. Je fais de la vente de pizza. Puis-je ajouter l'activité d'apport d'affaires dans la même micro? Moi, je ne suis pas un spécialiste du centre de formalité des entreprises, mais je ne suis pas sûr que ce soit incompatible. Ça mérite d'être tenté. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, mais ça mérite… De toute façon, la réponse, elle est claire. Quand je suis en micro-entreprise, je ne peux pas avoir deux micro-entreprises. C'est réglé. Donc, ça veut dire que si je vais ajouter une activité, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de faire une adjonction d'activité dans la micro existante. Donc, moi, si j'étais à la base, bien, j'irais, voilà, disant bonjour, je viens ajouter une activité et je pense qu'on a une chance raisonnable que ça passe. Parce que de toute façon, c'est la seule façon de procéder, puisque je le rappelle, on ne peut pas avoir des micros côte à côte, ça n'existe, enfin, c'est interdit. Donc, le choix est assez limité. Là. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Hugo et Bruno d'avoir répondu si professionnellement à toutes les questions. Je pense qu'on a tous beaucoup de réponses. Si vous avez un mot de la fin, je vous en prie. Je vais laisser parler Hugo d'abord, c'est normal. Venez dépenser votre argent. Non, je rigole. Non, mais pensez, une chose qui est très importante, et c'est ce que ne copiez pas les gens sous prétexte qu'ils peuvent gagner de l'argent, qui font n'importe quoi. Votre situation, c'est votre futur, c'est votre vie que vous allez faire. N'hésitez pas quelquefois à dépenser de l'argent, pas forcément chez nous, mais n'hésitez pas à vous faire conseiller. Qui va doucement, on va loin. Et quand on fait des erreurs, moi j'aime bien prendre un exemple, si tu me permets, Romain. J'avais un ami à Paris en 2014 qui avait sa voiture au Luxembourg. Il le faisait pour éviter les radars et il s'arrêtait jamais devant un radar parce qu'il ne recevait pas les flashs. Et ça l'amusait, il rigolait, il freinait pas alors qu'il savait très bien où étaient les radars. Jusqu'au jour où ils sont tombés dessus, lui ont demandé 50 000 €. Et ce jour-là, il a sacrément regretté d'avoir joué au con, parce que quand le proverbe, ça on le dit souvent, pas vu, pas pris, mais pris pendu haut. C'est la suite du proverbe qui est importante. Donc, ça serait mon mot de la fin. N'hésitez pas à vous faire conseiller. En vous faisant conseiller, vous irez loin et en allant loin, vous gagnerez de l'argent. Même si, quelquefois, c'est un peu plus long que prendre des raccourcis, mais qui va doucement va loin. Et sûrement. Bruno, peut-être? Très rapidement, moi, simplement, j'espère que les 17 participants qui sont encore là, enfin, j'espère avoir été clair. C'est le seul truc que je veux vous dire. J'espère que vos questions étaient claires. Donc, j'espère que la pédagogie à laquelle j'attache beaucoup d'importance, que ce que je sais, vous en foutez, vous avez bien raison. Ce qui vous intéresse, c'est que je réponde clairement à vos questions. Donc, Maître Romain, tu seras chargé de me faire un retour pour savoir si les réponses, globalement, enfin, la forme des réponses vous a convenu ou pas. Voilà. Et si besoin, évidemment, je me tiens à votre disposition pour refaire ce genre d'intervention autant que de besoin sur des thèmes ou peut-être un peu plus précis, sans problème. Le seul truc, c'est de poser les questions avant, qu'on puisse préparer. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la micro parce que forcément, j'en ai pas, mais j'avais préparé ma soirée puisque j'avais des devoirs à faire et je serais tout à fait preneur de refaire la même chose. Si je peux rendre service à certains d'entre vous, je le ferai avec grand plaisir. Eh bien, tu es localisé où, Bruno? Pardon? Tu es localisé où? Dans une charmante région touristique où tout est fermé, dans le Calvados, dans une petite ville qui s'appelle Bayeux, qui est à 25 km de Caen, près des plages du débarquement.
Près des plages des débarqueurs. Et fin avril, je viens te voir, Bruno. Hein. Moi, fin avril, tu es enfermé chez toi, tu es gentil et tu respectes le confinement. Tu viendras me voir mais quand j'ai on sera l'attestation. libéré. Tu viendras au moment de la libération. Donc, c'était au mois de juin la dernière fois, c'était en 44, donc ça remonte un peu, mais enfin, on verra. Hein. C'était quoi? C'était le 21 juin? Hein, Non. ouais, non, 6 juin 44, Charles. 6 juin. 6 juin 44. Quel Voilà. manque de culture. Oma Beach. Non. Mais voilà. On verra. D'ici là, on Merci sera en tout cas, hein. peut-être Merci beaucoup libéré ou pas. pour votre temps. Et du coup, les amis, je voulais parler d'autre chose ce soir, mais je le ferai par mail. Donc, je clôture maintenant ce call. OK. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Et encore, merci beaucoup à Bruno et à Hugo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Hugo, AH Fiscalité et Investissement, qui est hyper enrichissante. Et je vous dis à très bientôt, les amis. On va Merci. rigoler samedi matin avec Théophile Hélier et une technique comptable et fiscale que tu dois maîtriser, Bruno, c'est l'écrasement du bénéfice. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je connaissais l'écrasement des pommes de terre pour faire la purée, mais du bénéfice, C'est ça la même m'intéresse. chose. C'est C'est un pareil. truc que je ne connais pas bien, mais je serai peut-être sur ta chaîne en train de regarder parce qu'il faut apprendre des trucs tous les jours. Donc, l'écrasement du bénéfice, ça ne me parle pas comme ça, mais peut-être que je connais cette technique sous un autre nom, je ne sais pas. À voir. Moi, je connais ça sous l'intégration fiscale, mais Ah oui, d'accord. Alors, intégration fiscale, ça, je comprends. Oui, ça, je comprends mieux. Oui. Mais là, il y a un champion du monde. Hein. Moi qui suis fan du dîner de con, il y a de quoi faire un bon dîner et parler comptabilité. Quoi. Donc, Romain, tu te rappelles la discussion qu'on a eue mardi? Tu es obligé d'être samedi matin présent, hein, parce que là, c'est exactement une des questions qu'on a évoquées ensemble mardi. Mais Bruno, sache que tu m'as fait très peur quand on s'est parlé mardi. Je suis sorti du Zoom, j'ai été voir ma copine, je lui ai dit, écoute, là, il faut vraiment que je m'occupe de tout ça. Ah oui, tu m'as même pas appelé? Alors, toi, tu m'as mis au carré sur la fiscalité, autant Bruno, il m'a remis en place sur la comptabilité. Hein. Moi, je n'ai pas mis en place. Tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Tu dis à très juste titre, tu expliques aux gens qui sont ce soir avec nous qu'il faut être carré, tout ça, tu as bien raison, mais tu sais bien comment ça marche. Tu as un devoir d'exemplarité, mon ami. Voilà, c'est juste que je t'ai rappelé. C'est bien de dire aux autres ce qu'il faut faire, et il faut être soi-même pas trop à côté de la ligne jaune. C'est mieux. Enfin, c'est pour ta sécurité personnelle que je te dis ça. Je ne te veux que du bien, tu le sais bien. C'est aussi pour toi, hein, parce que je te rappelle que tu as les fonds dans la structure que je porte. Hein, donc, vaut mieux que j'y sois. Tu sais, dans la vie, il faut prendre des risques. Les mecs qui prennent pas de risques, ils n'arrivent à rien. Ceux qui disent les autres. Attends, je coupe l'enregistrement là. Bon, allez, tu peux. Je vous remercie. Balancez les dossiers. Bonsoir à tout le monde et passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Salut. Merci. Au revoir.